sur ce plateau, dans quelle mesure la Covid-19 impacte-t-elle l'environnement? Il faut dire que c'est un sujet aujourd'hui au cœur de l'actualité. Il ne se passe pas une seconde sans que nous puissions parler de cette pandémie qui met actuellement le monde à genoux. Ce soir, nous allons recevoir deux universitaires sur ce plateau. Il s'agit de messieurs Bertin Bouya et Paul Mukendi. Le portrait. Bertin Bouya est passionné de la nature et de l'art. Ce militant écologiste aime servir les autres par la bonne cause. Élu 2 fois chef de promotion à l'université de Kinshasa, il s'est engagé dans la sensibilisation environnementale, un combat noble depuis 2016 sur le site de l'Unikin. Ce mérite lui a valu le titre de coordonnateur de pôle Unikin de l'ONG Le Gardien Vert Bleu qui s'occupe de l'éducation. Étudiant à l'université de Kinshasa à la faculté des sciences de l'environnement, Paul Mukendi accorde la priorité de ses actions à la préservation et protection de l'environnement. Ce finaliste de la filière génie environnement et assainissement mène des recherches sur la valorisation des déchets. Ce chercheur est coordonnateur de la foire de réflexion sur la préservation et la protection de la biodiversité, poste qu'il occupe depuis janvier 2020. Paul Mukendi, qui s'est lancé dans la sensibilisation environnementale depuis 2017, fut aussi manager du club des étudiants en sciences de l'environnement. Bonjour chers invités, vous êtes tout à fait d'accord avec moi qu'aujourd'hui la pandémie Covid-19 est au cœur de l'actualité. Bonjour, on dirait que la pandémie elle est à l'actualité parce que ça fait au moins 6 mois dans le monde que les activités ne fonctionnent plus. Et Bertin? Bonjour madame, merci pour l'invitation d'abord. Oui, la pandémie elle est certes à la une des activités. Nous tous nous sommes, mais d'ailleurs, la preuve est que nous sommes pendant le confinement. Vous êtes des universitaires et vous vous intéressez à l'écologie. Aujourd'hui, la toute première question que je vous pose, quel lien direct y a-t-il entre l'environnement et la Covid-19? Les liens directs qui existent, c'est par rapport à la source de la maladie. La Covid-19 a pour source l'animal, qui est le pangolin. Donc, c'est ça les liens que moi, je peux établir entre la maladie. C'est la même information que vous avez, Bertin Bouya? Non, bon, pas forcément. C'est une bonne information, mais j'allais aussi ajouter que les premiers liens de la maladie est qu'elle est dans l'environnement en fait. La maladie est dans l'environnement, c'est les premiers liens. Est-ce que vous dites dans l'environnement, vous faites allusion à quoi? Dans l'environnement où exactement? Là où la maladie est ici à Kinshasa, c'est un environnement. Partout où l'homme peut vivre et toutes les composantes qui vivent avec les hommes sont dans l'environnement. C'est là où les premiers liens. Mais le deuxième lien est du point de vue de sa contamination. On suppose que sa virulence elle est très forte, généralement pour des gens qui ont déjà des antécédents sur le plan de la santé. Des antécédents sur le plan de santé. Et cela stipule que des gens qui ont été déjà exposés à une certaine pollution seront vulnérables lorsqu'ils ajoutent cette pandémie de coronavirus. Alors, l'unique corrélation que nous avons pour l'instant, c'est la déforestation. Ici, il est dit que plus l'homme déforeste, donc plus l'homme va au cœur de la forêt, plus il est en contact direct avec le bastion de ces virus qui se retrouvent dans la forêt. Oui, c'est ça les liens, parce que plus nous allons au-delà de ce que nous ne devons pas faire dans la forêt, plus on s'attire les malheurs. C'est quoi ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire dans la forêt? On doit respecter la nature, on doit vivre la respecter, c'est-à-dire quoi? On doit la chérir en fait, madame. On doit la demander ce qu'elle peut nous donner et ce qu'elle ne peut pas nous donner. Mais écoutez-moi, monsieur Paul Mukendi, vous êtes d'accord de tout ce que vous dites? Je suis d'accord. La nature, je peux dire comme elle est là, c'est une femme que nous devons bien traiter. Lorsque nous partons, d'abord la maladie provient... Mais l'homme a besoin de se développer. Il se développe avec quoi? L'homme a besoin de se développer. On se développe avec la nature, mais on ne doit pas la détruire. Vous voyez, on doit l'entretenir pour que nous puissions toujours vivre d'elle. C'est là où nous appelons l'homme à vivre
en harmonie avec la nature, à ne plus aller au-delà. Par exemple, vous avez vu que chez nous, on a connu les problèmes avec l'Ebola, qui provient d'un animal. Aujourd'hui, c'est une pandémie encore, la Covid-19, qui provient d'un animal. Prochainement, on craint que nous puissions avoir une autre pandémie qui pourrait provenir. Vous parlez de l'animal, mais moi je parle plutôt de la déforestation. Nous comprenons que plus nous déforestons, plus nous détruisons l'habitat de certains virus, dans ce moment-là qu'il y a problème. Bon, madame, ce n'est pas partie de la consommation d'un animal. Bon, en fait, dire que déforester, c'est dire... Vous faites allusion au pangolin, c'est ça? Oui. J'aimerais m'expliquer un peu par rapport à ce que j'ai dit. Vous allez parler juste après. Okay. Oui, j'aimerais un peu m'expliquer parce que lorsque moi j'ai dit, je prends le contexte de la chasse illicite, illégale plutôt. Ça fait aussi partir des mesures qui ne sont pas permises parce que là, nous sommes en train de parler de la Covid-19. C'est dans cette optique-là que moi, je soutiens mon avis par rapport à l'animal. Pas par rapport à la déforestation, mais plutôt par rapport à l'animal. Vous pouvez chasser sans pour autant déforester? Oui, c'est ça. On peut chasser sans toutefois aussi déforester, mais on peut aussi chasser en mettant du feu. Oui, là, ça se comprend, mais l'hypothèse ici, c'est d'arriver à nous établir la corrélation, parce que l'unique corrélation que nous avons pour l'instant en tant que journalistes, c'est la déforestation. Vous comprenez? Je l'ai dit tantôt, plus vous déforestez, plus vous entrez en contact avec la forêt. Vous êtes au cœur de la forêt, et nous savons que le cœur de la forêt, c'est même ça, le bastion des virus. Et quand vous détruisez leur habitat, où est-ce qu'ils vont aller? C'est là que ça pose problème. Bon, madame, par rapport à cette question, je reviens à la première phrase que vous avez dite, que le fait que nous continuons à déforester, c'est ce qui peut engendrer même à certaines maladies comme la pandémie du coronavirus, ce qui est bien, mais d'autre part que nous ne déforestons pas tout simplement avec l'objectif de détruire les habitats des espèces, mais nous les faisons aussi pour notre bien-être. Parce que la forêt, c'est une ressource naturelle qui doit être exploitée pour survenir aux besoins des hommes. Donc, ce que nous pouvons nous demander... L'exploitation rationnelle, oui. Rationnelle, bien sûr. C'est là où j'allais d'ailleurs dire. Ce que nous pouvons, nous, hommes, nous demander est le fait d'exploiter cette forêt, mais tout en respectant ses équilibres. Oui, c'est dans ce sens-là. Est-ce que vous vous estimez heureux aujourd'hui d'avoir vécu cette période de la pandémie Covid-19 ou vous pensez que ça a été aussi un moment idéal pour l'enrichissement de vos recherches en tant qu'universitaire? Dire que j'ai été heureux de vivre cette période, pour enrichir tes recherches, bien entendu. Je serais hypocrite parce que tous, nous avons vécu ce que les animaux sont en train de vivre dans les eaux. Donc on a été confinés, donc ça a été difficile, mais ça a été profitable du fait que nous avons eu le temps de réfléchir, de revoir notre manière d'agir dans l'environnement. Et j'ai compris qu'est-ce que les animaux dans les eaux ressentent lorsque nous les enfermons dans les... Je me suis mis dans la... Vous êtes mis dans la peau d'un animal. D'un animal et je sais qu'est-ce que l'animal ressent lorsque il est... Confiné. Lorsqu'il est confiné, comprenez en quelque sorte, oui. Oh. Et aujourd'hui, nous appelons les gens à transformer cette expérience que nous avons vécue pour maintenant aussi considérer l'environnement et la nature. La nature, c'est-à-dire l'animal aussi a besoin de la liberté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, on vous comprend, l'animal a besoin de la liberté. Donc aujourd'hui, il faut prendre tous les lions, les lionceaux, les léopards, les léopardos, les libérer parce qu'ils ont aussi besoin de la nature. Comment ça va se passer? Et pourquoi les enfermer? Vous croyez qu'aujourd'hui, vous vous croisez avec un léopard, vous allez vous en sortir, sain et sauf? Mais les lions, les léopards, leur lieu d'habitation, c'est la forêt, c'est la savane. On doit les laisser tranquilles vivre dans leur milieu naturel. Comme l'homme a besoin de vivre dans un environnement qu'il considère, les lions aussi en a besoin. C'est où l'endroit idéal? L'endroit idéal pour un animal et pour un animal, c'est sa niche écologique. Et chaque animal dans le monde entier. Mais cette niche écologique a toujours été gérée par quelqu'un depuis. Nous devons respecter juste cette niche. Vous avez évoqué la déforestation ici. Lorsque nous sommes en train de faire des actions comme ça, on met en danger les animaux. Oui, mais écoutez, et ils savent plus où aller. Si c'est une déforestation qui est réglementée,
Jusque-là, ça ne pose pas de problème parce que vous savez que lorsque vous vous adonnez à l'exploitation, vous êtes également soumise à certaines mesures parce que vous devez payer certaines taxes et ce sont ces taxes-là qui permettent de compenser en partie tout ce que vous avez eu à mener comme activité sur le plan sur l'exploitation forestière du pays. Il y a par exemple la taxe sur la taxe de reboisement, la taxe de superficie que vous payez. L'État perçoit. Il y a des services de contrôle, suivi, évaluation et tout ça. Et après, il y a un autre service qui passe maintenant pour reboiser. Donc ici, vous avez exploité, là, on reboise. Peut-être qu'il y a un problème lorsqu'on n'arrive pas à respecter les textes. C'est ça. Les lois sont là, c'est pour nous aider à mieux surveiller la nature. Mais au-delà de ça, nous devons avoir la conscience personnelle. Nous prenons l'exemple des villageois. Nous avons trouvé les forêts, mais les villageois ont toujours gardé ces habitudes-là. Ils savent quand aller pêcher, ils savent quand aller chasser, ils savent quand... Ils les réglementent à leur manière. Et nous avons compris aussi un certain... Ils n'avaient pas la loi, mais ils vivaient en harmonie. Non, mais attendez, avec ils n'avaient pas de loi, mais ils avaient des coutumes. Ce sont ces coutumes-là aujourd'hui que nous appelons des lois à notre niveau. Ces coutumes qui permettent aussi d'une manière ou d'une autre à gérer les forêts. Vous voyez, vous arrivez dans un village, on vous dit le jeudi, personne ne va au champ, personne n'entre dans la forêt. Ça profite quand même à l'environnement, ça profite à l'écologie. Oui, Bertin. Bon, j'allais juste appuyer que c'était une loi, une manière, nous avons aujourd'hui, en dehors de ce que M. Paul a dit, des forêts sacrées qui ont été une manière de conserver la nature alors que les ancêtres étaient là. C'était aussi des lois qu'on venait de dire. Des forêts sacrées, il y a des interdits, il y a telle espèce qu'eux ne mangent pas. Ça permettait aussi de contribuer aussi à la conservation de la biodiversité. De la conserver. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que vous aviez dit par rapport à cette pandémie, de nous apprendre à enrichir nos recherches. Ma première réponse, elle est humaine, pour dire qu'une activité qui a conduit à la mort plusieurs centaines de milliers de personnes, je ne peux pas être d'accord avec ça, même si elle contribue à enrichir mes recherches. Mais comme à chaque règle, il y a toujours une exception, les petits points positifs de cette pandémie, oui, ça nous a appris certainement. Et aujourd'hui, nous avons compris que l'homme ne peut pas être livré à sa destruction au nom de l'économie. Parce que quand les hommes sont confinés, l'économie est aussi confinée. C'est une leçon environnementale que nous avons tous apprise au nom de cette pandémie. Nous avons aussi compris que certainement l'activité de l'homme avait un impact négatif sur l'environnement. Parce qu'alors que les hommes confinés, nous avons vu les animaux déambuler dans des endroits certainement inhabituels. C'était une manière de nous interpeller. Mais en soi, je ne peux pas dire qu'il faudrait qu'il y ait... Oui, nous interpeller pour dire que voilà, hier, nous n'étions pas là parce que c'est vous qui étiez en train de travailler. Et aujourd'hui, les animaux, la nature reprend en fait sa place petit à petit. Mais je ne peux pas envisager qu'il y ait une deuxième pandémie comme coronavirus pour que nous continuions à apprendre parce qu'il y a d'autres manières à travers lesquelles nous pouvons apprendre en dehors de la pandémie du coronavirus. On va prendre l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Mon idée pour la planète. Le Congo est un pays béni. On est sur la place des évoluer. Les gens qui font l'entretien ici, on va leur montrer la plante ici pour l'arracher et jeter. C'est un philanthus, nourri. Ça m'avait guéri quand j'avais les chikungunya. C'est un antipaludéen. Ça fait aussi beaucoup de cancers. Ça aide aussi les gens qui ont des problèmes gastriques pour dire qu'il y a une ouverture pour aider l'homme par rapport à beaucoup de maladies. Ça aide. Bon, pour l'utiliser, c'est très simple. L'arracher, on peut l'arracher pour que les téléspectateurs puissent mieux le voir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui en voient dans leurs parcelles. Ça pousse, comme on dit, comme des chiens dents. Voilà, pour les reconnaître, quand vous retournez la feuille, vous allez voir qu'il y a plein de boules. Alors pour l'utiliser, c'est très simple. Juste couper des feuilles, avoir la quantité d'une cuillerée à café et vous le prenez à l'infusion. Comme tel que ça se présente là, je peux prendre, je peux manger. Vous allez constater que c'est très amer. Souvent, la majorité des plantes qui sont amères, ça sent les palus. Pour dire que c'est un antipaludéen, aujourd'hui, ce qu'on va demander à la population, c'est de voir comment en avoir dans sa parcelle. Et il y a possibilité
on peut commencer à se soigner déjà de palu avec. C'est un des résultats du confinement. Ça peut être parmi pour les cas de riposte. Alors, je commence par Bertin. Comment les gestes barrières peuvent avoir un effet direct sur l'écologie? Les gestes barrières, un effet direct sur l'écologie. Bon, en fait, je ne sais pas, clair. Soyez un peu clair. Lorsque je parle de gestes barrières, je fais par exemple allusion au lavage de mains. On nous a recommandé de laver les mains. Vous savez que nous sommes à Kinshasa avec vous et nous sommes déjà pendant la période de la saison sèche. Vous savez comment ça se passe. Il y a des quartiers qui sont dépourvus de ces denrées de première nécessité, qui est l'eau. Comment ça va se passer avec ces gestes barrières? Comment ça peut impacter sur l'écologie? Et le plus grand problème avec moi, c'est surtout le port des masques. Vous voyez? Le port de masque, on nous recommande de porter les masques. Il est obligatoire ce port-là. Au récalcitrant, il y a une amende de 5 000 francs congolais qui leur est soumis. Alors comment ce port de masque, par exemple, arrive à impacter sur l'écologie? Bon, les ports de masques, personnellement, je ne vois pas vraiment des liens très saillants de ces ports du point de vue écologique, mais tout simplement par rapport aux gestes barrières comme le lavage de mains très fréquent, il faudra avoir suffisamment de l'eau pour se laver les mains, alors que l'eau, on doit la puiser quelque part. Ça dit en quelque sorte que se laver suffisamment de l'eau aussi contribue à la réduction du stock d'eau que nous pouvons avoir. Mais pour les ports de masques, c'est surtout que les masques que nous utilisons ici, c'est un masque qui est lavable en tout temps et je pense que c'est raisonné, ça n'a pas aussi... Bon, hormis les autres masques acceptés par défaut par l'OMS, là je fais allusion au masque tissu, donc masque traditionnel qu'on a aussi accepté au niveau de notre gouvernement d'abord et aussi à travers le monde. Je parle des masques médicaux. La décomposition de ces masques nous prend plus ou moins... la décomposition de ces masques nous prend 450 ans. C'est non biodégradable en fait. C'est ça. Donc la décomposition prend 450 ans. Allez-y comprendre. N'est-ce pas encore un autre danger? Il est vrai que c'est un geste barrière contre la propagation du coronavirus, mais aujourd'hui un danger aussi contre le climat. Ah oui, bon, dans ce sens-là, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. C'est là où il faudrait peut-être penser à des masques qui seront durables dans la mesure où ils peuvent être réutilisés. Ils sont médicaux, mais ils peuvent être réutilisés d'une autre manière ou carrément des masques qui peuvent avoir moins d'impact sur l'environnement dans la mesure où même s'ils sont jetés, ils peuvent se dégrader à un certain durée par l'apport de l'oxygène ou carrément par des micro-organismes. Paul Mukendi. Ça pourrait être quelque chose. La question de masques, c'est une question très pertinente et ça cause beaucoup de problèmes parce que c'est à partir de ça que la pandémie peut aussi beaucoup se propager dans la population. Nous prenons l'exemple de la RDC où déjà la gestion des déchets était un problème au départ et je dois signaler que nous avons eu à observer les enfants qui jouaient avec les masques déjà utilisés. Déjà utilisés. Parlez aussi des chegues qui arrachaient même les masques. Oui, même des chegues qui dans les transports. Tout en minimisant le risque de contamination des autres personnes. En lieu et place de vous voler le foulard, comme il n'y en avait plus, c'était plus des masques, on commence à arracher les masques des clients, des passants. Madame, vous-même vous l'avez dit, les masques, c'est parmi les catégories des déchets médicaux. Pour les gérer, il y a un modèle de gestion spécifique. Ok, très bien. Nous demandons juste à la population, si les mettre dans la poubelle, vous n'êtes pas trop sûr, mieux vaut les brûler. Mais peut-être qu'au niveau de ces différents gouvernements qui recourent à ces masques, on devait déjà aussi opter pour une certaine gestion aussi spécialisée de ces masques. Vous savez par exemple qu'après les avoir utilisés, vous recommandez aux gens de les mettre juste dans les poubelles. Et déjà ici chez nous, c'est déjà aussi un autre problème. La gestion des poubelles, la gestion des ordures ménagères. On n'arrive toujours pas à trier et puis les incinérer par exemple. Je ne sais pas. Bon, je ne sais même pas aussi encourager l'incinération. Nous encourageons l'incinération parce que ce sont des déchets médicaux. Une autre source de pollution aussi. C'est une autre source de pollution. Mais nous sommes face à un danger mortel plus grave que l'incinération. Vous voyez, si nous laissons ces masques-là, les enfants jouer avec, ces masques-là être jetés dans la rivière
et cette eau-là être traitée et puis nous la buvons, les gens se lavent avec cette eau, c'est un risque. Bon, c'est ainsi Monsieur que Paul, nous il y a demandons à ce quelque chose. qu'il y ait une bonne gestion de ces masques. Si les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre ça dans les poubelles, ou bien les gens qui ne sont pas abonnés à des services de collecte de déchets, ils peuvent carrément prendre soin de bien les brûler. Et aussi respecter aussi la fréquence même d'évacuation des immondices. Bertin, tu avais quelque chose Oui, à j'avais ajouter? quelque C'est en chose. contradiction? Oui, c'était en rapport avec les masques. Je réfléchis un tout petit peu pendant ce temps. J'ai compris que en fait, la problématique des masques dépend aussi d'une région à une autre, madame. Ces masques dans des pays en voie de développement comme les nôtres, nous n'utilisons pas des masques vraiment à usage unique. Ce sont des masques qui sont... Non, mais nous voyons des masques Il y a des médicaux. masques, Bon, il y en a, il y a mais des par masques rapport- à usage unique. Il y en a, oui, il y a bien aussi sûr. les masques anti-ci Mais que nous peut-être parce l'avons. que ça coûte, Non, parce non, que ça- ça représente presque $1, vous voyez, donc c'est $1. Et imaginez-vous que vous devez sortir pendant 30 jours, donc il vous faut $30, il vous faut 30 masques. Oui. Chez nous, Donc il y a c'est d'autres qui l'économie se paye. contentent, oui, Oui. il y a d'autres qui se contentent d'avoir des masques traditionnels, comme on l'a dit, Traditionnels. conçus avec nos tissus, ça passe. Mais nous parlons Mm. d'un autre problème, un sérieux problème qu'il y a dans la gestion des déchets dus à cette pandémie. C'est C'est- le port des masques, un geste et barrière à encourager, mais qui aujourd'hui pose problème à l'environnement. Oui, La oui. décomposition, parce que quand ça nous prend 450 ans, 50. vous et moi ne serons plus là, que vous le vouliez ou pas. Bon, en fait, les masques entrent dans la catégorie des différentes formes de déchets. Un pays qui, au début, avait déjà un système de gestion de déchets bien planifié et stable, serait capable de gérer ces gens. Parce que On a vu ça, le reportage, c'était le reportage de France 2. Ouais. On a vu ces jetés dans un des parcs. Donc il y a des masques jetés comme ça par des passants. Je ne sais pas s'il a jeté, si c'était tombé, mais du moins on a vu des masques jetés par certaines personnes. ça, Vous c'est voyez? un comportement à recadrer. Antisocial. Oui, c'est à recadrer. Mais je pense que les masques ne sont pas une catégorie de déchets qui n'a jamais été recyclée. Comme je viens de le parler, dans des pays où il y a des structures bien organisées de gestion de déchets, ces masques en font partie. Mais je souligne un point qui n'est pas du tout souligné, le fait que les ports de masques qui peuvent être réutilisés est aussi écologique. Parce que ça diminue de plus en plus la quantité de déchets qui allaient causer peut-être de plus en plus de problèmes Comment? sur l'environnement. Comment? Bien sûr, aussi, je porte un masque aujourd'hui qui peut être lavé des mains, repassé et réutilisé. C'est économique du point de vue financier, mais aussi du point de vue augmentation de la quantité de déchets. Alors, je reviens sur vous, Bertin. Vous avez dit qu'aujourd'hui, la nature reprend ses droits, Oui. ok? Parce qu'on a vu la présence des animaux qui quittaient déjà leur milieu naturel, par exemple pour envahir les routes. On a compris que plus la présence humaine était de Les plus arbres en qui ont plus, poussé dans des éloignés, endroits inhabituels. dans des endroits inhabituels, tout ça on comprend. Aujourd'hui, vous pouvez conclure que la pandémie Covid-19 a profité à l'écologie? Bon, personnellement, c'est une des questions qui m'a beaucoup préoccupé. Ça fait la une de médias à travers le monde aujourd'hui. Dans un sens plus large, moi je dis non. Pourquoi? Parce que les sciences écologiques ont comme intérêt d'abord l'équilibre de la nature, mais pour garantir une bonne vie à l'homme. Et s'il y a une activité, même si elle a quelques avantages positifs pour l'écologie, et que cette activité tue l'homme, qui est celui qui est au centre des intérêts de l'écologie, cette activité-là ne peut pas être en fait clamée la bienvenue. Aujourd'hui, il y a des environnementalistes qui ont des points de vue différents des écologistes. Il y en a d'autres qui disent qu'il fallait qu'il y ait la pandémie des coronavirus pour que les industries réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais il y en a aussi d'autres qui prennent la pandémie des coronavirus comme une bombe à retardement pour le climat. Mais chez qui nous devons nous Mais maintenant, appuyer? bombe à retardement pour le climat, comment est-ce qu'il se justifie? Mais c'est justifié dans la mesure où aujourd'hui, les économies sont par terre. La France a connu une réduction de son PIB jamais enregistrée chez lui à cause de cette pandémie. Et lorsque nous allons sortir, parce que c'est une maladie qui est passagère, après, nous serons en train de chercher des méthodes pour nous réactiver, pour nous réanimer, pour que nos économies... Ça va encore redeviennent... accélérer Ah oui, ça va davantage. accélérer, oui, la pollution des différents autres polluants. Exemple, la Chine où la pandémie a commencé envisage déjà aujourd'hui la construction de plus de centaines de centrales à charbon pour booster son industrie. C'est un appui, la pandémie Covid-19 a pu nous donner, c'est que les réunions et tergiversations sur le plan international n'arrivaient toujours pas à nous donner. On va prendre l'éco-créativité pour promouvoir les initiatives vertes. Éco-créativité.
mosala oyo ezali na baintérêt mwa ebele. Intérêt ya liboso ezali mpona makambo etali zamba. Soki tozali kosala mbambola oyo ekouvrir bato ebele bazwi mbambola moye te ya kokataka lisusu bakoni. Tokozwa kaka mbambola mpona ekodiminue oyo ezali mpona unité de reproduction mpona biso mpona kotangisa bana. Nazwi natangisi bana omoni nazwi oyo azali mwana nazali komonisa ye mosala oyo à la longue ye mpe mwana akozwa moyen ya kosala mosala. Biso bamama ya sel de yenze tosepeli tozwa développement mpo mosala oyo bomemeli biso awa eza mosala moko kitoko. Mbambola na biso tozolambela yango na periode ya bambula oza ndaku na yo ozolambela mbambula mwayo transporte ekolo na mukongo na bakoni ezati. Je commence par vous, Bertin Bouya. Vous nous dites que c'est aussi la pandémie Covid-19 constitue aussi une bombe à retardement parce que les pays vont chercher à se rattraper, sur le plan économique, vu le manque à gagner, vu tout ce que la pandémie a eu à causer dans tous les pays à travers le monde. Mais aujourd'hui, j'ai encore une autre question. Comment veux-tu voir le lobbying des écologistes être mené sur le plan international? Bon, en fait, cette pandémie, je ne dis pas d'une manière stricte qu'elle n'a pas connu des points positifs. Il y en a, mais c'est P. Oui, mais on comprend, mais aujourd'hui, on est passé. Là, c'est une bombe à retardement pour l'instant. Vous voyez, parce que les États vont chercher à se rattraper. Oui. Alors, comment souhaitez-vous voir le lobbying des écologistes être menés maintenant? Parce qu'ils vont chercher à se rattraper, ils vont chercher à produire au maximum, le plus tôt possible. Alors, quel message faudra-t-il tenir? Quel discours faudra-t-il tenir devant les nations pour les interpeller davantage face au danger, face à la crise climatique? Oui, madame, si je devrais intervenir sur le sujet, j'étais en train de dire que maintenant, ce n'est plus un problème qui doit concerner seulement les écologistes. Parce que ce sont les nations qui sont en train de dépenser de dépenser pour arriver à résoudre les problèmes de la pandémie. Moi, je pense que cette guerre qui est à venir doit être menée entre les écologistes ainsi que les États. Pourquoi l'État? Parce que ce sont les États qui ont le pouvoir de réglementation. Qui décident. Ce sont eux qui décident. Si aujourd'hui ils décident une politique qui vont nous mettre, nous écologistes, d'accord, nous pensons que nous pouvons bien aller. Bertin? Ben oui, tout ce que moi je prends, c'est l'équilibre. Il ne faudrait pas que nous prenions la conservation de l'environnement pour la brandir au nom du développement ou de la paix des autres. Madame, le premier objectif du développement durable dit qu'il faut éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Cette pandémie, alors qu'elle nous donne des leçons environnementales et écologiques, elle est aussi à la base de la pauvreté et de la famine qui s'installe. À travers le monde, par jour, 25 000 personnes meurent à cause de la famine. Donc, ce sont des sujets que nous devons, en fait, avant de déclarer du point de vue écologique, parce que le tout est plus que la somme des parties. Tout ce que je demande et je propose est le fait que nous prenions la conservation de l'environnement et le bien-être de l'homme pour le faire marcher ensemble. Si le gouvernement décide, qu'il ne décide pas seulement au nom de l'économie, mais qu'il voit aussi l'environnement. Mais que l'environnement ne soit pas en train de primer sur les hommes. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent de la pandémie de Covid-19, mais nous clamons qu'il faudrait qu'ils meurent pour que nous apprenions des leçons. Là, en ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Pour ne pas mettre vos connaissances en danger, apprenons tous dans Concept Vert. Concept Vert. Le projet de gestion améliorée des paysages forestiers est l'un de 2 projets du programme d'investissement pour la forêt, appuyé par la Banque mondiale dans le bassin de Kinshasa. Son objectif est de tester de nouvelles approches pour améliorer le bien-être communautaire et la gestion des forêts afin de réduire les émissions liées à la déforestation et dégradation des forêts dans les zones sélectionnées.
Vous êtes universitaire, vous êtes tous des l'UNIKIN. On a vu William Booth, on a vu les autres universités aussi jouer leur partition dans cette lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19. L'université de Kinshasa, c'était quoi sa partition? Ça ne vous a pas tenté? On a vu des safeguards, par exemple, avec les portiques désinfectants. On a vu les lave-mains automatiques produits aussi par l'INPP, portiques désinfectants produits par l'université William Booth et l'université de Kinshasa. Je pense que mon ami Bertin ne va pas me contredire, mais tous nous sommes de l'université et l'université de Kinshasa, grâce à sa pharmacie, à la faculté de la pharmacie, il y a eu quelques amis, quelques camarades qui ont eu à innover dans le sens de la solution hydroalcoolique. C'est aussi une contribution, mais aussi c'est que nous allons intervenir sur les points que lorsque d'autres étaient en train aussi de faire, d'autres aussi sensibiliser. Donc chacun a eu sa part. Tel que là, vous sensibilisez. Personnellement, on sensibilise maintenant, mais avant ça, je passais de sensibiliser la population par rapport à cette pandémie. C'est aussi une contribution étant étudiant de l'université. Avec quel type de message? Le message était parce qu'il y avait des murmures sur le climat et la capacité de la propagation de cette pandémie. J'étais là en train d'expliquer comment les rapports qui existaient entre le climat et la propagation. Les canaux que vous utilisez, hormis le passage dans les émissions, quels sont les autres canaux que vous avez eu à Les réseaux sociaux, nous sensibilisons. Si vous regardez sur ma page Facebook, vous allez voir qu'il y a des publications en caractère environnemental et par rapport à la pandémie. Vous sensibilisez, vous n'avez pas le masque? Non, j'ai mon masque, il est portable, mais nous avons respecté la distanciation sociale. La distance. Et aussi, madame, si vous m'autorisez, vu que nous sommes au mois de mai, j'allais juste signaler aux gens que le 22 mai, c'était la journée mondiale de la biodiversité. Et cette journée a été passée en confinement. Et il faut être rassuré que les écologistes comme vous ont fait le travail pour aussi sensibiliser les gens par rapport à la Personnellement, j'étais aussi à la télé, j'étais assis de TV où j'ai sensibilisé par rapport à cette journée mondiale de la Terre. En fait, j'avais lancé aussi mon message. Paul Mukendi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous allez nous laisser vos idées pour la planète, les idées que nous allons partager avec tous les téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Madame. Mon idée pour la planète.